je pense qu'il faut taper très fort. Et donc j'ai décidé quelque chose de tout à fait original, que personne n'a fait depuis plus de 50 ans dans notre pays. On va mettre les 100 plus gros narcotrafiquants, les mettre dans une prison. Écoutez, c'est intéressant. C'est vrai qu'on peut se dire que ça ressemble à une opération de communication. D'abord, il va falloir les choisir. Je ne sais pas lesquels on va choisir. On sait très bien que la plupart des narcotrafiquants, ils sont sous nos yeux. Donc nous allons prendre d'abord une prison française, on va la vider des personnes qui y sont, et on y mettra, puisqu'on l'aura totalement isolée, totalement sécurisée, avec des agents pénitentiaires particulièrement formés. À partir du moment où vous les mettez dans une même prison, il y a plusieurs problèmes. Soit il y a un bain de sang dans la prison. La deuxième solution, ils profitent de cette promiscuité, du fait d'être tous ensemble pour former peut-être le plus grand cartel de demain. Les vraies voix Sud Radio. Et j'en reviens avec vous, Éric Revel, sur donc cette exécution du frère d'Amine Kessassi, et ce qui avait étonné pas mal de gens, dont moi, de dire que le jour où l'information est arrivée, elle est presque passée inaperçue, comme une information banale. Et là, finalement, tout le monde décide de la prendre à bras-le-corps et de soulever encore une fois des sujets qui fâchent. Oui, ce qui a valu le déplacement de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, et de Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, aujourd'hui à Marseille. Mais je pense qu'il faut mettre les points sur les i. La famille Kessassi est lourdement meurtrie. Elle avait déjà... Doublement, oui. Elle avait déjà vu disparaître le frère aîné, Brahim. Qui donnait dans le trafic de stupes. Hein. Là, c'est au tour de Mehdi Kessassi. Je vais vous dire, quand on s'en prend aux membres d'une famille dont le principal visé, si j'ose dire, est un élu politique, alors sont des méthodes colombiennes ou mexicaines. Donc ça veut dire que, et je pense que les deux ministres ont raison de dire que c'est aussi inquiétant cette submersion du narcotrafic que le terrorisme, parce qu'en réalité, on est en train de basculer dans une mexicanisation. C'est-à-dire que pour intimider des élus, on tue, on assassine des membres de sa famille. On est exactement là-dedans. Alors j'entends les voix de la gauche nous expliquant que tout ça est largement surdimensionné, exagéré, mais en réalité non, on est dedans. Et je lisais dans le Figaro tout à l'heure le témoignage d'un journaliste italien qui avait donné le là contre la mafia en Sicile et en Italie. Il est sous protection policière et il estime que ce qui nous arrive aujourd'hui, lui qui est un spécialiste de ce qui s'est passé en Italie avec les mêmes causes et les mêmes effets, qu'en fait c'est 30 ans de déni politique. Fait, en France, on n'a pas voulu, on n'a pas pris la mesure de ce qui nous arrivait. Maintenant, il faut le dire, il y a très peu de petits villages en France qui sont épargnés par le trafic de drogue. C'est ça la réalité, c'est 6 à 7 milliards d'argent liquide tous les ans qui sont blanchis. J'écoutais sur Sud Radio ces maires qui disent j'en ai marre des barbiers, des épiceries de nuit, parce qu'on sait très bien que les fermetures administratives, oui, ils ont zéro chiffre d'affaires, mais ils redémarrent une fois que la fermeture administrative est finie, parce qu'en fait tout ça est financé par l'argent liquide du narcotrafic. Donc en fait on est submergé par la vague, et il est temps que ce pays en prenne conscience. Et ça, justement, on a un maire autour de cette table on peut lutter contre ça. Jean-Marc Dumoulin. C'est très compliqué. En plus, quand on alerte, nous, nos services de gendarmerie, qui sont réactifs, généralement sur le terrain, ils attendent toujours le gros coup. Vous voyez ce que je veux dire ? Je remonte la filière. Et c'est vrai que l'activité du quotidien, elle est jamais effectivement sanctionnée. Elle est jamais suivie et poursuivie. Donc on peut le comprendre, faire tomber une tête de réseau, c'est plus intéressant que de faire tomber le petit dealer ou le schnouf qui est en bas. Mais globalement, c'est très 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 compliqué. Après, c'est clair qu'on n'a pas de possibilité non plus de s'opposer, nous, à l'ouverture des épiceries de nuit, comme vous disiez, M. Revel. Acheter le fonds. Oui, mais on peut lire ailleurs. Il faut avoir des sous. Les communes ont plus de locaux vides que de commerce, malheureusement, vivant. Oui, alors pardon pour le terme volontairement un peu provocateur, la mode du moment politique, j'entends, d'agiter pour nos ministres ou ex-ministres ou futurs ex-ministres le narcotrafic, comme si tout à coup c'était une découverte, m'amuse un petit peu, tristement. Entre guillemets, les en jaune, voilà, parce que d'abord ça n'a rien de nouveau, mais rien. Ça fait 10, 20, 30, 40 ans peut-être qu'on a un certain problème, et il ne se limite malheureusement absolument pas au narcotrafic. Le narcotrafic n'est qu'une des multiples activités cachées, illégales, dommageables pour la société. Celle pour l'instant qu'on met le plus en relief parce qu'elle est souvent accompagnée de violences physiques, donc visibles. Mais il y a tout le reste. Vient derrière les escroqueries, les arnaques, les vols, les
les escroqueries au virement, les escroqueries aux banques, qui viennent en numéro 2 derrière en termes de rentabilité, qui sont faits depuis les pays où on n'extrate pas, et qui, chaque année, coûtent aux contribuables et aux assurances derrière. Mais les assurances ne sont pas des œuvres de charité, elles se retournent nécessairement vers le contribuable. Plusieurs milliards chaque année. Là aussi, et pour en avoir malheureusement fait l'expérience, quand on va essayer de déposer plainte, c'est pareil. On a les services de police qui sont sous-équipés en hommes, en moyens, en culture, en matériel, en capacité d'intervention, et 9 fois sur 10, on dira, monsieur, l'assurance remboursera, nous on peut pas enquêter. Et ça se termine comme ça. Donc ça n'est qu'un épiphénomène, entre guillemets, d'un phénomène beaucoup plus général, qui est une montée de la délinquance qui n'est pas maîtrisée en France. Allez, on en parle dans un instant. On fait une petite pause, 0826 300 300. Si vous voulez participer à ce débat, vous êtes les bienvenus. On est ensemble, bien entendu, avec nos vraies voix jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Bienvenue dans les vraies voix, on est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h. Je vais faire l'appel. Jean-Marc Dumoulin. Présent. Présent, très bien. Éric Revel. Eh bien, il est là. C'est bien. Loïc Guérin. Je suis là. Non, c'est bien. Présent. Lui à la troisième personne. Présent. Éric Ouais, Revel, c'est Il bien. est là, il est là. Alain de loin. C'est ça. Avec ce sujet aujourd'hui sur effectivement l'enquête sur l'exécution du frère d'Amine Kessassi, et le journal du Parisien a annoncé que les enquêteurs qui privilégient désormais la piste d'un contrat ordonné depuis l'intérieur d'une prison présenté par un vrai chef, en tout cas le vrai chef de la DZ Mafia. Et moi j'ai envie de me tourner vers Philippe David en disant, que fait ce chef de la DZ Mafia dans une maison d'arrêt? Une maison d'arrêt, alors dans l'Ain, à Bourg-en-Bresse, un superbe bourgade. Mais alors, les maisons d'arrêt, c'est le truc où il y a le plus. On trouve tout dedans. Loïc Guérin, qui est avocat pénaliste, confirmera. De l'héroïne pour la fumer, du pétard pour le fumer. On trouve tout, y compris des téléphones, etc. Mais comment se fait-il, alors qu'on a ouvert Vendin-le-Vieil il y a quelques semaines? Là, alors, il a été transféré il y a quelques jours. à Condé-sur-Sarthe. Mais ça pose une question. On a envoyé théoriquement les 100 personnes les plus dangereuses des prisons françaises. Il n'est qu'en 101e position. Ça fait très peur en pensant aux 100 qui le précèdent. On écoute ce qu'a dit le garde des Sceaux. La trentaine de personnes qui dirigent la DZ Mafia sont, pour la quasi-intégralité d'entre eux, 27 en l'occurrence, dans les prisons françaises. 21 sont à la prison de sécurité de Vendin-le-Vieil, et quelques autres vont connaître des quartiers de haute sécurité. Ça n'existait pas précédemment. Ça pose question, les Guérin. Oui, alors moi je serais un tout petit peu plus modéré, parce qu'il m'arrive quand même, ou il m'est arrivé, en tout cas en étant un peu plus jeune, d'avoir des gens qui étaient détenus, donc je relativise un petit peu les propos. C'est pas du tout un plaisir que de s'y retrouver, c'est même parfois au-delà du déplaisir, puisque on a les sanctions régulières de la CEDH, ou les organisations qui jettent un œil, en particulier à Marseille, où c'était absolument scandaleux. Ça étant rappelé, effectivement, oui, ça passe, c'est pour eux. Enfin, c'est pas là aussi. Non, mais de quelqu'un de si dangereux, Qui soit en maison d'arrêt. Franchement. Mais enfin, il faut s'en rendre compte. Si on considère que c'est le chef de la DZ Mafia. Par-delà les postures politiques depuis 20 ou 30 ans, et une fois encore, je suis pas un fou de la détention, je défends suffisamment les gens pour qu'ils n'y aillent pas, pour ne pas aller dans le sens contraire. Mais pour ceux qui ont été condamnés à y aller, déjà les conditions devraient être meilleures quand on y est, ça c'est un aparté, mais surtout il ne faut pas se faire d'illusions, on est en déshérence totale, on est en surpopulation carcérale chronique, on a 3 ou 4 individus dans des prisons, enfin dans des cellules de 2, et ça c'est pas aujourd'hui, c'est pas hier, c'est pas avant-hier, ça doit faire 20 ou 30 ans que c'est le cas. Chaque classe politique qui se succède au pouvoir vous fait les mêmes promesses. Une fois encore, elle n'engage que ceux qui y croient. Oui, mais c'est pas parce qu'on est 2 par cellule qu'on a le droit d'avoir des téléphones. On n'a pas le droit d'eux, mais oui. Vous faites comment en tout cas, on peut les avoir. Comment est-ce que vous contrôlez des cellules où vous êtes en surpopulation carcérale? Comment est-ce que vous maîtrisez Non, mais comment vous maîtrisez aussi une population qui est dans, objectivement, des conditions humaines assez difficiles, pour pas dire très difficiles. Quand vous êtes 4 dans une cellule de quelques mètres carrés, pardon l'expression, mais vous pétez un plomb. Donc c'est du bruit sans cesse, la télévision est allumée du matin 7h jusqu'au soir minuit aux extinctions de feu, ça fait un bruit phénoménal. Si vous n'êtes pas drogué ou totalement fou, vous le devenez. Donc pour maîtriser toute cette population-là, vous êtes un peu obligé parfois de regarder à gauche quand vous devriez regarder à droite, parce que sinon vous aurez des émeutes, et puis les gens ne seront pas tout à fait illégitimes à dire on en a ras-le-bol, on est maltraité, on est 4 à dormir par terre avec un matelas. Donc voilà, c'est la réalité du terrain, quoi.
Oui, c'est vrai que pour parler que d'une prison qui a été sous les feux de l'actualité de la santé, je crois que le taux d'occupation est de 190%. Vous avez 82 ou 90 matelas par terre dans les cellules. Bon, donc c'est vrai que c'est les conditions. Mais si vous voulez, bon, je pourrais rajouter quelques pages à mon livre sur le fiasco des promesses d'Emmanuel Macron sur le nombre de prisons qu'il allait construire. Mais puisqu'on a un maire là, moi je vais l'interroger, je vais vous interroger, monsieur le maire, c'est que tout le monde est pour qu'il y ait davantage de prisons et de places et que les conditions des détenus, etc. soient meilleures. Mais quand on demande au maire de consulter sa population pour savoir si, tiens, là, il y a un terrain, est-ce que ça vous dirait d'avoir une prison? Combien de maires avec les populations disent oui? En fait, tout le monde dit non, en réalité. Vous êtes d'accord ou pas? Vous m'enlevez le sujet de la bouche, cher ami. Je suis désolé. Non, mais c'est clair. Je ne serais pas maire, pourtant. Non, mais c'est clair qu'aujourd'hui, on a une opposition systématique à plein de projets structurants et nécessaires pour le fonctionnement quand même de l'État aussi, il faut le reconnaître. Et là, effectivement, il y a des fins de non-recevoir. Bon, moi, j'ai jamais été sollicité pour avoir une prison chez moi, mais enfin, globalement, moi, je serais pas contre. Je serais pas forcément contre. Mais vos électeurs... Mes électeurs, écoutez, ils feront le choix qu'ils voudront. Après, il y a des échéances électorales comme ça, ils ont qu'à se mouiller aussi un petit peu les gens, s'impliquer, au lieu d'aller baver sur des réseaux sociaux en permanence. Non, je crois qu'effectivement, c'est un vrai problème. Après, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, pour rebondir un petit peu sur le sujet, c'est que quand même, quand on annonce... Moi, je trouve que l'effet d'affichage est très préjudiciable. Très, très préjudiciable. Enfin, je crois que ça crée des psychoses quand même, qu'on explique qu'il y a des mecs qui peuvent commanditer des crimes alors qu'ils sont à l'intérieur d'une prison. Et on donne ça, comme ça, le cas d'Amra, en pâture au grand public. Comment peut-on aujourd'hui dire vous savez, on va équiper quand même nos geôliers, enfin les gardiens de prison, avec des masques pour qu'ils soient en sécurité. Enfin, je veux dire, ça veut dire que même l'État s'avoue démissionnaire sur des sujets comme ça. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Tout de suite,